Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, le premier webinaire de la rentrée, dédié aujourd'hui à l'ouverture du guichet de certification des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance. Petit rappel des bonnes pratiques, on va être assez nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions, comme ça Jean-Marc pourra vous répondre en direct. Voilà, et vous recevrez le replay du webinaire dès la fin de la session et on mettra le support en ligne sur le site de l'agence. Voilà, je passe dès maintenant la parole aux intervenants et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci d'être présents et de participer à ce webinaire en pleine fin de mois d'août là, et pour bien démarrer la rentrée. Donc je me présente, je suis Emmanuel Clout, directeur du domaine conformité à l'Agence du numérique en santé. Et je passe la parole à Jean-Marc, peut-être qui se présente aussi. Bonjour à tous, merci de votre présence effectivement sur cette fin août. Donc Jean-Marc, je suis directeur de projet à la DNS, je m'occupe de ce qui a trait au référencement et vous accompagner sur ces sujets-là de la même façon. J'accompagne ceux qui sont déjà présents dans le référencement catalogue de services de mon espace santé. Voilà, et je rends la parole à Emmanuel. Donc là, en termes d'ordre du jour de la réunion, là, il y a un écho. En termes d'ordre du jour de la réunion, il y a trois parties. Une première partie assez rapide pour rappeler le contexte d'ouverture de ce guichet de conformité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance en phase transitoire. Après, il y a une présentation du référentiel d'interopérabilité de sécurité DDM numérique de télésurveillance version 1, où on va passer en vue les grands principes et les grandes orientations, les choix, les grandes questions en fait qui sont dans ce référentiel. Et ensuite, une présentation vraiment pratico-pratique du guichet de certification de la conformité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance en phase transitoire. Donc ça, c'est une partie plus opérationnelle. De façon un peu globale, l'objectif de ce webinaire, c'est donc de vous présenter ce référentiel d'interopérabilité pour vous permettre soit de démarrer vos développements avec quelques grandes orientations, soit de faciliter vos développements pour ceux qui ont déjà démarré. On sait qu'il y en a qui ont déjà démarré sur certains sujets et peut-être de répondre à des questions que vous posiez. Et puis enfin, de vous présenter le guichet donc de certification pour que ce soit le plus simple pour vous quand vous allez l'utiliser. Et on aura donc à chaque fois, comme vous l'avez vu, des sessions de questions-réponses entre chacune des parties. Sur le contexte d'ouverture du guichet de conformité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance en phase transitoire, donc sans aller trop loin dans le détail de toute la réglementation, mais puisque vous le connaissez probablement, mais donc on s'inscrit évidemment dans la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance qui avait été fixé par la loi de financement à la sécurité sociale de fin décembre 2021. C'est en substance pour vous permettre de prendre en charge, pour que les DM soient pris en charge, il faut qu'ils soient inscrits sur une liste établie par arrêté auprès du ministre chargé de la sécurité, de la santé et de la sécurité sociale. L'inscription sur cette liste, en cas d'inscription en ligne générique, elle est subordonnée à la certification de conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité qu'on va vous présenter aujourd'hui. Si c'est une demande d'inscription en nom de marque, il y a aussi comme prérequis la certification de conformité à ce référentiel d'interopérabilité de sécurité des DMN de télésurveillance. Et aussi un second prérequis, d'ailleurs de façon séquentielle, en termes de processus, ça se passera comme ça, qui est l'évaluation par la HAS du DM numérique de télésurveillance en termes d'efficacité ou d'impact organisationnel pour l'indication du DMN. Voilà. Donc ça, c'est le résumé rapide de cette loi et de ce qui nous intéresse dedans. Aujourd'hui, l'entrée en vigueur de la prise en charge
et l'entrée en vigueur du droit commun pour les DMN de télésurveillance nécessite encore un certain nombre de textes d'application de cette loi, décrets en Conseil d'État notamment, mais il y en a d'autres. Bon, ça, c'est une partie qui n'est pas réellement gérée par l'ANS, donc on ne pourra pas vous donner beaucoup d'informations dessus, mais en tout état de cause, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, avec la publication au journal officiel de l'arrêté référentiel d'interopérabilité de sécurité des DMN de télésurveillance du 31 juillet, vous pouvez, en tant qu'exploitant de DMN de télésurveillance, soit lancer ou poursuivre vos développements pour ceux qui avaient déjà commencé avant sur certains domaines fonctionnels. Et aussi, sans attendre, nous, ANS, la publication de ces textes d'application, on ouvre le guichet de certification de conformité en phase transitoire pour justement, là aussi, ne pas vous faire perdre de temps et vous permettre d'avancer dans vos développements et dans le processus de certification. Alors, un dernier point, mais qui est un peu plus à la marge, parce que ça ne concerne pas les DM numériques de télésurveillance, mais ça aura toute son importance ensuite, c'est qu'il y a pour les DM médicaux numériques, on a lancé une concertation le 10 août, là aussi d'un référentiel d'interopérabilité de sécurité qui permettra la certification des DM médicaux numériques. Voilà. Donc ça, je vous invite, si ça vous concerne, à aller sur, il y a le lien là, sur le site de concertation de ce référentiel, c'est un site de l'ANS, qui est d'ailleurs le même que celui qui a été utilisé pour le référentiel d'interop et de sécurité des DM de télésurveillance. Voilà, voilà le contexte. Merci. Je me permets d'insister sur les noms de date, parce que le temps va passer vite d'ici la fin de l'année. Et que l'échéance se rapproche. Le fait d'avoir publié la partie référentielle d'interopérabilité pour la télésurveillance, vous pouvez démarrer. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à la fois en technique, l'encadrement bien entendu réglementaire, le support de l'ANS, de la DNS aussi si besoin. Donc on vous engage vivement à démarrer dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Et on est là pour vous accompagner. J'aurai l'occasion d'échanger avec, si besoin, quand ça le nécessite, avec certains d'entre vous. Voilà, donc pour appuyer en tout cas sur ces questions de timing, il y a encore des textes à passer. Mais sur la partie technique, pour la télésurveillance, il faut y aller. Alors là, il y a une question de Johanna Gressé sur le descriptif de la ligne générique a-t-il déjà été publié? Alors, là, pour les lignes génériques de télésurveillance, ce sont en fait les mêmes pathologies que celles pour du programme ETAP, en fait. Et la HAS a déjà publié les cahiers des charges de chacune de ces pathologies. Donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est là aussi ce qui est un arrêté, qui est un texte qui soit pris pour rendre complètement opposables ces référentiels, mais sur le contenu, c'est déjà publié. Il faut soumettre avant le dépôt des différentes images. Alors, il y a, pour Soisic Triolet, c'était ce que j'ai essayé d'expliquer juste avant, le référentiel d'interopérabilité et de sécurité est à soumettre à l'ANS avant le dépôt du dossier de remboursement auprès de l'HS. Alors, en fait, il y a deux cas. Quand vous êtes en ligne générique, en fait, il y a uniquement pour être inscrit sur la liste des DMN de télésurveillance remboursés. Pour être inscrit sur cette liste, vous avez uniquement le certificat de conformité à ce référentiel ANS. Par contre, quand vous êtes en nom de marque, il faut d'abord obtenir le certificat de conformité au référentiel d'interopérabilité de sécurité de l'ANS, puis obtenir l'évaluation de la HAS, et ensuite vous pouvez être inscrit sur la liste. Voilà, c'est de façon séquentielle, quoi, là, en nom de marque. Et oui, effectivement, ce que dit Dorothée et Camus est juste, hein, il y a une nouvelle concertation pour les cahiers des charges ACS. Ce qui est dit, c'est qu'ils ne devraient pas bouger de façon significative, mais enfin voilà, ils ont quand même déjà été publiés.
Peut-être on peut poursuivre. Ah, pardon, oui, c'est vrai que c'est moi qui détiens les... Pardon, qui fait avancer les slides. Donc là, maintenant, on passe à la partie de présentation du référentiel en version 1. Donc, quelques mots déjà un peu généraux sur le périmètre d'application du référentiel V1. Donc, ça s'applique au DMN de surveillance. Donc, il y a toute la définition dans la loi de financement. Elle s'applique au DMN de surveillance, mais elle ne s'applique pas aux accessoires de collecte ou objets connectés, balance, tensiomètre, ainsi qu'aux passerelles ou gateway. Voilà. C'est vraiment l'application, le logiciel qui récupère l'ensemble des données et qui présente les alertes. C'est pas du tout, ça va pas jusqu'à, en tous les cas pour l'instant, aux accessoires de collecte ou objets connectés. Dans la mesure où les standards d'interopérabilité ne sont pas forcément totalement secs et ça aurait été bien trop compliqué d'aller sur cette partie-là aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, c'est l'exploitant qui doit être conforme, l'exploitant du DM qui doit être conforme au DMN de télésurveillance, mais il peut être s'équiper de composants additionnels comme les plateformes d'intermédiation. On reviendra tout à l'heure pour dire un peu plus précisément de quoi il s'agit, pour gérer par exemple les téléservices de l'assurance maladie, ou si vous avez d'autres composants, en tous les cas, qui composent, c'est le cas de dire, votre solution, ça peut être adjoint au DMN de télésurveillance. Un petit rappel sur l'élaboration du référentiel, et d'ailleurs on vous remercie parce qu'il y a probablement pas mal d'entre vous qui ont dû contribuer. Il a fait l'objet d'une concertation entre novembre et mai entre avril et mai 2022. Il y a eu 154 contributions, donc c'est important pour nous et c'est pour ça qu'il faut le faire aussi pour les DM numériques, là, dans le référentiel DM numérique dont on parlait juste avant. Il faut savoir qu'il y aura une seconde version qui sera mise en concertation ultérieurement pour intégrer des mises à jour, en particulier pour se mettre en cohérence avec mon espace santé, probablement aussi pour ouvrir, on va dire, les solutions de DMN de télésurveillance sur les échanges en dehors des établissements de santé. Je pense par exemple à la messagerie santé sécurisée ou à des problématiques plus d'interopérabilité. Il y aura donc une version 2 qui va suivre. Là, si on rentre plus dans le contenu du référentiel, ce qu'on a dedans, c'est des exigences qui sont associées à un scénario de conformité. Et pour chaque scénario, il peut y avoir un ou plusieurs scénarios de conformité par exigence. Et pour chaque scénario de conformité, il peut y avoir une ou plusieurs preuves qui doivent être fournies par l'exploitant dans le cadre de la certification. Et les exigences et les scénarios et les preuves sont ensuite, vous l'avez peut-être vu dans le référentiel, c'est regroupé par section, bloc et fonction pour améliorer la lisibilité, quoi. Dans l'objet du référentiel, alors qu'est-ce qu'il y a dedans, si on peut dire ça comme ça. Il y a 6 domaines, on va dire, 6 grandes sections. Il y a tout ce qui est identité nationale de santé, ProSanté Connect, l'annuaire santé, une exigence sur la partie RGPD et une sur la portabilité des données, et enfin des exigences sur l'identification électronique des personnes, des acteurs de santé ou des acteurs de santé et des usagers. Pardon. Alors, on va dire un peu quelques mots sur chacun de ces domaines et de ces référentiels socles qui sont tous déjà inclus dans la doctrine technique du numérique en santé. Évidemment, nous, on s'est appuyé sur cette doctrine du numérique en santé et on a essayé de la décliner et de la rendre la plus pertinente possible pour les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance. Donc cette identité nationale de santé, elle est obligatoire depuis janvier 2021. Elle est constituée alors des traits suivants, le matricule UNS, les différents traits nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et lieu de naissance,
et de l'organisme qui a affecté l'INS. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'identité nationale de santé. Ce n'est pas que le matricule. Et elle a plusieurs objectifs. Elle contribue à la qualité et à la prise en charge et à la sécurité des soins grâce aux bénéfices en termes d'identité-vigilance. C'est une identité unique et pérenne pour les usagers. Et elle permet de faciliter l'échange et le partage de données de santé entre l'ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge sanitaire et le suivi médico-social de la personne. Donc, c'est à la fois des acteurs qui peuvent vous envoyer des données ou des données que vous pouvez envoyer. C'est nécessairement indexé maintenant par l'INS, d'où l'importance de déployer ce référentiel. Quelques mots sur le contenu du référentiel, des exigences pour l'identité nationale de santé. Donc, on a deux grands profils. Un profil général, donc celui-là, il s'appliquera à tous ceux qui vont candidater à la certification, et un profil référentiel d'identité, dont on va parler juste après. Donc, le profil général, c'est toutes celles qui sont obligatoires pour une sélection de télésurveillance. Alors, qu'est-ce que ça couvre? Il y a évidemment le stockage, l'affichage de l'ensemble des traits d'identité, de tracer les accès aux traits d'identité. Il y a certaines exigences aussi sur les modalités, sur les critères de recherche de l'identité nationale de santé. Il y a le fait d'apposer un data matrix sur des documents pour lesquels l'identité nationale de santé doit figurer. Et enfin, c'est la dernière ligne là, il y a la capacité d'intégrer l'INS en provenance d'un domaine d'identification, en provenance d'une gestion administrative, par exemple, en établissement de santé. Donc, on sait qu'en établissement de santé, l'INS est géré et créé par la gamme de l'établissement. Elle est diffusée aujourd'hui, elle commence à être diffusée au laboratoire de biologie médicale, au centre d'imagerie de l'établissement, à toutes les applications de l'établissement, et donc aussi doit l'être au DMN de télésurveillance. Et pour cela, il y a un flux là qui est spécifié, qui est repris dans le référentiel, et qui est un flux conforme aux standards d'interopérabilité IHE-PAM. Il y en a en IHE-PAM ou en HL7. Donc ça, c'est les exigences pour le profil général. Et ensuite, il y a un profil référentiel d'identité, où là, c'est dans le cas où, et ça, c'est un choix que vous devez faire, hein, c'est est-ce que vous prenez uniquement le profil général qui était juste avant, ou est-ce que vous prenez aussi le profil référentiel d'identité? Il est possible que dans les établissements de santé dans lesquels vous êtes déployé, la gamme n'ait pas encore mis en place la gestion de l'INS dans l'établissement. Et puis aussi, en fonction des différentes organisations de la télésurveillance sur le terrain, vous pouvez peut-être être amené à être vous-même référentiel d'identité. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté ce profil, mais il n'est pas obligatoire. C'est tout l'idée de ce référentiel, c'est de ne pas ajouter des exigences qui ne soient pas pertinentes pour vos cas d'usage. C'est pour ça donc qu'il y a des profils. Donc là, par contre, si vous vous lancez dans le référentiel, ce profil-là, il y a des exigences supplémentaires de gestion du statut de l'INS. Vous devrez implémenter le téléservice INSI pour acquérir l'INS dans les bases de la CNAM. Et alors, il y a deux variantes après sur l'implémentation de ce téléservice. Si vous êtes en établissement de santé, vous devez les utilisateurs peuvent s'authentifier soit par certificat logiciel, doivent pouvoir s'authentifier soit par certificat logiciel, soit par carte CPS. Et quand vous êtes hors établissement de santé, on demande uniquement la CPS. Voilà. Ça, bon, on pense qu'évidemment, ce serait plutôt en établissement de santé, mais on a ouvert quand même les deux possibilités. Et là aussi, c'est à vous de choisir ces profils. Et si vous avez choisi le profil référentiel d'identité, vous devez choisir au moins un des deux profils qui sont là, référentiel d'identité en établissement ou hors établissement. Voilà, ça c'était pour la partie INS. Donc vous avez dans le référentiel, vous avez l'ensemble des spécifications à prendre en compte
le flux d'interopérabilité là dont on parlait, la spécification IHE-PAM là, ou HL7 qui est fournie par Interop Santé, les spécifications de la CNAM du téléservice si vous êtes référentiel d'identité, le data matrix dont on a parlé, après c'est vraiment les spécifications de l'INS, et tout ça est dans l'annexe du référentiel de télésurveillance. Alors ensuite, il y a une deuxième partie, c'est ProSanté Connect. Donc ça, c'est un fédérateur de l'identification électronique des professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social enregistrés au RPPS. Ce référentiel-là, enfin ce système-là permet de s'authentifier aux services numériques en santé en fluidifiant le parcours entre tous les services numériques de santé, et il permet de s'authentifier soit avec une CPS physique, mais surtout aussi avec une ICPS. Voilà. Il permet aux fournisseurs de services numériques comme les DMN de télésurveillance de récupérer de manière standardisée l'identité sectorielle du professionnel de santé qui va se connecter. Alors quand on dit identité sectorielle, c'est l'identifiant RPPS, la profession, le savoir-faire, la situation d'exercice, et de s'identifier donc électroniquement au DMN. Il faut savoir que ce référentiel, ce service socle ProSanté Connect, il est obligatoire pour tous les services numériques en santé à partir du 1er janvier 2003, donc on se devait évidemment de l'intégrer dans le référentiel de télésurveillance. Il y a à peu près 3 modalités d'implémentation de ProSanté Connect, soit en mode web, ou si vous êtes en client lourd, il y a avec un renvoi vers un navigateur externe, ou il y a une version du protocole qui est adaptée aux clients lourds et qui est dans ce cas-là qui est déployé sur l'application de façon native. Il y a, pour information, si vous n'êtes pas déjà lancé dedans, il y a un environnement bac à sable pour valider le bon déroulé de la cinématique d'authentification, et avec des identités de test qui sont disponibles. Il y a aujourd'hui 280 services qui sont déjà utilisateurs de ce bac à sable. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en a eu 110, je crois, qui sont déjà opérationnels. Donc voilà, c'est quelque chose qui est éprouvé, et le référentiel est bien au point. Donc là aussi, vous pouvez démarrer. Ensuite, il y a une autre partie qui est tout ce qui est identification des acteurs des secteurs sanitaires, médico-social et social. Donc là, on sait évidemment que les professionnels se connectent au DMN de télésurveillance, et s'ils n'utilisent pas ProSanté Connect, ils doivent quand même avoir un moyen d'identification électronique qui doit respecter lui aussi un certain nombre d'exigences qui sont reprises dans le référentiel d'identification électronique des acteurs de santé qui, lui, a été rendu opposable le 28 mars 2022. Et ce référentiel d'identification électronique, pour toute personne qui se connecte à un service numérique dit sensible, s'applique. Et les DMN de télésurveillance font partie des services numériques dits sensibles, donc vous devez appliquer ce référentiel d'identification électronique. Et là, donc, dans le référentiel des DMN de télésurveillance, on reprend des règles et des exigences de ce référentiel d'identification électronique des acteurs de santé, comme sur de la vérification de création de compte, des règles de déconnexion automatique, de complexité des mots de passe, enfin il y en a quelques-unes comme ça. Voilà, et là aussi, on a essayé d'extraire, enfin de prendre celles qui étaient pertinentes pour les dispositifs médico-numériques de télésurveillance, et d'appliquer ces exigences à ce domaine fonctionnel de la télésurveillance. Il y a de la même façon, c'est un peu similaire, mais pour les patients, on sait qu'il existe certains DMN de télésurveillance, alors pas tous, pour lesquels les patients peuvent avoir accès à leurs données de santé. Et dans ce cas-là, s'appliquent les exigences d'un autre référentiel de la PGSSI, de l'Agence du numérique en santé, qui est le référentiel d'identification électronique des usagers, qui lui aussi a été rendu opposable à la même date. Par contre, autant le précédent, il est obligatoire puisque
tous les DMN de télésurveillance, il y a toujours des promesses de santé qui se connectent. Autant celui-ci, on sait que pour tous les DMN de télésurveillance ne proposent pas forcément un accès aux patients. Donc là aussi, on a fait un profil spécifique, identification électronique des usagers, que vous devez sélectionner si évidemment vous avez des patients qui accèdent à leurs données, quoi. Ce référentiel, donc du coup, le référentiel de DMN de télésurveillance, il reprend les règles du référentiel d'identification électronique des usagers, voilà, avec j'ai cité quelques exemples d'exigences, dont la méthode d'authentification à 2 facteurs pour les patients. Après, il y a sur la complexité des mots de passe, enfin, il y a un certain nombre de règles qui s'imposent et qui sont décrites dans le référentiel. Dans les autres, un autre domaine fonctionnel, c'est l'annuaire santé, donc qui rassemble les données de santé de l'ensemble des professionnels de santé et de leur structure. Donc il y a l'annuaire, le répertoire RPPS des professionnels de santé, le répertoire Indeli et le répertoire Finesse. Donc depuis octobre 2001, maintenant, il y a l'ensemble des infirmiers qui ont été intégrés et sont en cours d'inclusion dans cet annuaire santé. Les professionnels de type enregistrés par les agences régionales de santé, comme les diététiciens, les orthoptistes, enfin, il y a toute une série de professions supplémentaires et c'est en train d'être étendu aussi aux professionnels de santé du médico-social et du social à travers le programme ESMS numérique pour que les ESMS enregistrent ces professionnels du médico-social dans cette annuaire aussi. Donc, il va vraiment couvrir l'ensemble des professions et des acteurs de santé et du médico-social. Il est complété aussi par les adresses MS Santé et les cartes CPS. Ça vous permet, au moment de la création de l'identité utilisateur, de vérifier son identité et de construire donc un annuaire fiable de correspondants. Ce qu'on disait là sur les professions de type diététicien, orthoptiste, ça représente 400 000 personnes, donc c'est vraiment un outil utile. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 modalités de récupération des données de cet annuaire, soit un téléchargement le téléchargement des fichiers de l'annuaire par appel des URL. Donc là, vous récupérez le stock en fait complet à chaque fois que vous faites une mise à jour. Soit il y a un nouveau service qui s'ouvre, qui est le service dit IRIS, qui permet via des API d'interroger les données de l'annuaire. Je ne rentrerai pas trop plus dans le détail. Là aussi, les spécifications sont dans le référentiel de télésurveillance. Ensuite, et c'est les 2 derniers, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Il y a pour le règlement général sur la protection des données de santé. Donc là, en fait, on est bien normal de pouvoir vérifier de façon très précise l'application exhaustive de la RGPD. Il y a plein de choses au niveau exploitation, procédure d'exploitation que la certification là, ne permet pas de vérifier. En revanche, on vous demande de produire une déclaration de conformité au dispositif, à la RGPD. Et nous, on assiste en particulier sur un certain nombre d'exigences de la RGPD sur ce qu'on appelle le DICA, enfin la disponibilité, intégrité, confidentialité et auditabilité des accès. On vous demande de déclarer que vous avez bien réalisé une analyse d'impact relative à la protection des données, qui est d'ailleurs utile aussi si vous allez si vous souhaitez être référencé à mon espace santé. Donc, et puis c'est une obligation de toute façon du RGPD. Voilà, et puis aussi des exigences qu'on pointe sur les relations contractuelles entre le responsable de traitement et le sous-traitant qui doivent évidemment couvrir la protection des données de santé. Et un dernier domaine qui est la portabilité des données. Donc, l'exploitant du DMN de télésurveillance doit s'engager à ce que les DMS permettent l'export de l'ensemble des données de santé qu'il traite. En particulier, le cas, c'est un changement si un établissement de santé change d'exploitant de DMN de télésurveillance, par exemple. C'est vraiment pour couvrir ce cas-là. Donc, on vous demande de produire
un format d'export lisible, exploitable et surtout documenté par l'industriel. Deux remarques, hein, c'est que cette exigence ne porte pas sur les données qui sont échangées entre le DM de télésurveillance et les accessoires de collecte ou les objets connectés. Il y a un travail qui doit être fait au niveau interopérabilité, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisamment sec pour imposer ça dans un référentiel. Et une deuxième remarque, donc voilà, c'était celle-ci que je voulais faire, c'est que ça s'applique uniquement à l'export des données du logiciel, on va dire, de télésurveillance, de la solution de télésurveillance. Et je crois que on peut passer les 32 questions-réponses. Alors, l'API d'archives pour l'accès aux données de l'annuaire santé est déjà disponible. Alors, les spécifications existent. Si vous souhaitez implémenter, déjà, vous avez l'ensemble des spécifications. Et après, côté équipe ANS, tous les acteurs qui souhaitent implémenter l'accès aux données de l'annuaire via API, il y a un dispositif un peu ad hoc d'accompagnement qui est mis en place, dont on pourra vous donner les coordonnées, là, je ne les ai pas, mais pour vous accompagner dans la mise en œuvre. On répondra de façon à ces questions-là, de façon asynchrone en plus. Celle-ci, elle est déjà répondue. Combien de temps vous faut-il pour évaluer la conformité et donner la certification? Alors, ce délai, il sera précisé dans le décret en Conseil d'État, en fait. Donc, je peux difficilement l'annoncer. Dans tous les cas, il est défini, je peux vous dire. Y a-t-il une date de prévue pour cette concertation V2? Alors, à ce stade, non, mais je pense qu'on fera ça avant, très précisément non, mais je pense qu'avant fin d'année, il faudra qu'il soit publié en concertation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, nous, là, on n'est pas sur comment le fabricant ou exploitant des données qui est sous-traitant peut-il assurer la portabilité alors que ce n'est pas possible compte tenu de la base légale de traitement. Ce que nous, on veut dire par... Dans l'exigence qu'on met dans le référentiel, on dit que vous êtes en capacité, en tous les cas, de mettre à disposition ces données, quoi. Après, sur la manière dont ça va être mis en œuvre, ce traitement dans un établissement de santé donné ou à la demande d'un client donné, ça, c'est nous, on n'a pas à réécrire la loi, mais par contre, vous devez vous mettre en capacité de le faire. Voilà, c'est ça, nous, on s'arrête là dans le référentiel. Pour la déclaration à l'RGPT, il est possible de s'auto-certifier. Oui, alors c'est bien une déclaration de votre part. Bon, celle-ci, je n'ai pas compris. Donc, y a-t-il d'autres questions dans la rubrique questions? Je ne sais pas si c'est bien. Bon. Oui, parce que le ProSanté Connect, ça c'est pour les utilisateurs qui, effectivement, ils utilisent aussi les données de l'annuaire, mais c'est pour tous les utilisateurs du système. Mais on peut très bien avoir besoin dans un DMN de télésurveillance, ou en tout cas, vous pouvez avoir aussi besoin de données sur des process de santé qui ne sont pas directement utilisateurs du système, d'où l'annuaire santé qui, lui, contient tous les acteurs de santé, quoi.
ProSanté Connect, vous y connecterez pour les professionnels de santé qui se connectent au DMN de télésurveillance. Mais pour gérer un annuaire de correspondants, par exemple, en prévision de la messagerie sécurisée de santé qui viendra dans le prochain référentiel, la ProSanté Connect ne vous apporte rien et il y a besoin de l'annuaire santé. Alors, pouvez-vous nous confirmer les dates limites de soumission du dossier? Alors, là, en fait, le principe, ce qu'on disait en début de réunion, là, aujourd'hui, on ouvre les guichets en phase transitoire avec certaines limites qu'on va voir, mais enfin, on ouvre ce guichet pour vous permettre d'utiliser le dépôt de candidature, entre autres, de déposer des preuves. Mais ces dates limites de soumission, en fait, elles ne sont pas encore fixées elles seront fixées par le décret en Conseil d'État, quoi. Donc, aujourd'hui, je peux pas vous les fournir. Ce qu'on peut dire, c'est ce que disait Jean-Marc aussi en introduction, c'est que elles seront pas très éloignées dans le temps, ces dates. Donc, il est conseillé de s'y mettre dès maintenant, quoi. Voilà, entre guillemets. Mais non, j'ai pas ces dates-là aujourd'hui. Oui, il faut confirmer. Alors celle-ci, moi je sais que c'est applicable en tout cas pour le remboursement à la Sécu. On va prendre la question parce que là, d'un point de vue juridique, j'ai un avis, mais je pense qu'il vaut mieux faire vérifier juridiquement avant que je le donne. Pouvez-vous confirmer que ces gens ne s'appliquent qu'en vue du remboursement par la Sécu et pas comme condition pour une mise sur le marché? Pour moi, c'est que pour le remboursement pour la Sécu, mais je pense que c'est déjà pas mal déjà. Je vais me permettre du coup d'apporter une toute petite précision sur ce point en rapport avec la question sur l'INS. Effectivement, dans le référentiel aujourd'hui, on a un certain nombre de critères dont certains sont déjà dans les textes, dont certains devraient déjà être appliqués. L'objet de l'ensemble, c'est bien entendu pour le remboursement. Hein. On n'est pas dans le cadre du marquage CE, par exemple, qui lui conditionne des mises sur le marché. Par contre, il est bien clair que pour l'INS, par exemple, ça devrait déjà être implémenté. Et ça devrait déjà respecter le cadre légal. Voilà, en espérant que ça réponde à la question. Voilà. Donc, on va poursuivre là maintenant. On va passer à une phase un peu plus, on va dire, très opérationnelle hein, de guichet de certification. Grosso modo, comment ça marche et à quoi ça sert en fait. Pourquoi déjà avoir fait cette phase transitoire sans attendre les textes hein, c'est pour vous permettre de démarrer au plus vite et d'être prêt justement quand les dates vont sortir. Donc, ça va vous permettre d'utiliser le guichet de certification, l'outil en fait qui est prévu pour cela, et aussi de suivre toute la procédure de dépôt de candidature. Ça va vous permettre aussi d'obtenir de la part de l'ANS, donc en l'occurrence de nous, un premier retour. Alors, c'est informatif sur la recevabilité de la candidature et sur les preuves que vous aurez pu déposer correspondant aux exigences du référentiel. Pour expliquer comment ça se passe, donc c'est assez simple, hein, il y a deux phases en mode nominal, c'est-à-dire qu'une fois que le décret aura été publié, le guichet sera dit certifiant, c'est-à-dire qu'on délivrera en bout de chaîne, en bout de processus, un certificat de conformité. Et il y a deux parties, il y a deux phases. Une première phase d'identification et de recevabilité de la candidature. Donc, vous déposez votre candidature, on étudie la recevabilité, c'est-à-dire qu'on va vérifier principalement un certain nombre de pièces administratives. On va s'assurer aussi que vous êtes bien un DM de télésurveillance, parce que cette procédure ne s'adresse qu'au DM de télésurveillance. Et on valide cette recevabilité. Et ensuite, vous pouvez déposer les preuves de vérification de conformité qui sont instruites et au bout, on attribue le certificat de conformité. Donc ça, c'est la première étape et pour la ligne générique, et après, vous allez vous inscrire dans la liste des DMN remboursés. Et si c'est en nom de marque, bien,
vous passez cette étape-là et après vous passez l'étape HAS pour dire ça de façon très rapide. Et alors en phase transitoire, comme en fait les textes d'application de la loi ne sont pas sortis, nous on ne peut pas, d'un point de vue maintenant juridique, en fait certifier ou valider une candidature de façon nette ou attribuer un certificat de conformité, puisque on n'a pas juridiquement le mandat pour le faire, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on rappelle que les informations qu'on va vous communiquer sont à titre informatif en fait et n'engagent pas la DNS par rapport à une décision de recevabilité de la candidature ou de validation de preuves, quoi. Voilà. Mais bon, nous on va faire l'exercice comme si évidemment on était en situation de pouvoir valider une recevabilité ou de certifier un DMN de télésurveillance. Alors, en termes d'outillage, comment ça se passe pour déposer vos candidatures? L'outil, enfin la solution, le système retenu, c'est Convergence, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, puisque c'est cet outil-là qui est utilisé pour vous auto-évaluer par rapport à la doctrine technique du numérique en santé ou pour vous référencer. C'est une des étapes du référencement Mon Espace Santé. Donc, on s'est dit que c'était quand même assez intelligent de tout mettre sur la même plateforme et pas de multiplier les outils. Donc, pour la certification des dispositifs médicaux numériques, ce sera aussi Convergence qui va être utilisé et pour lequel vous avez peut-être déjà même un nom d'utilisateur, un identifiant et un login mot de passe. Donc, si vous avez déjà cet identifiant, login mot de passe, grosso modo, il y a un tableau de bord qui vous permet de choisir vos différentes, qui vous permet de voir tous les produits en fait que vous avez renseignés dans Convergence, ceux qui sont par exemple en cours de référencement en espace santé, ceux que vous avez évalués dans la doctrine technique du numérique en santé, et celui que vous avez créé pour la certification des dispositifs médicaux numériques. Et une fois que vous aurez créé ce produit, après il y aura, vous devrez choisir la démarche, soit être en ligne générique, soit être en nom de marque. Dans chacune des branches, mais il y a les deux étapes qui s'appliquent, le remplissage de la candidature et ensuite la soumission des preuves et la certification. Voilà, donc là, il y a quelques copies d'écran. Ça, c'est les pages qu'on a faites pour le parcours certification des dispositifs médicaux numériques, hein, qui rappellent un peu tout ce qu'on vient de se dire là, le contexte et les deux différentes démarches dans lesquelles vous devez vous inscrire. Là, c'est des exemples de pages pour renseigner un produit, ajouter un produit, donc un DMN de télésurveillance en l'occurrence. Là, c'est le dépôt de candidature pour le produit. Vous sélectionnez votre produit et vous candidatez. Et enfin, vous rentrez dans le dépôt de la candidature. On va voir les champs et ce qui est demandé, en fait, pour en dire quelques mots sur chacune des données et des informations qui sont demandées. Et après, vous avez le dépôt des preuves une fois que la candidature est acceptée. Là, aujourd'hui, on est sur un mode de soumission des preuves assez rudimentaire où on dépose un fichier zip, mais on est en train d'améliorer pour que ce soit, vous puissiez déposer les preuves en fait exigence par exigence, et que ce soit un peu plus structuré. Sur le dépôt de la candidature, les informations qu'on demande en fait, c'est donc sur la description de l'inscription de l'exploitant, il n'y a rien de très original. L'identification du produit, c'est à ce moment-là que vous sélectionnez les profils dont on a parlé juste avant, hein, le profil référentiel d'identité, le profil identification électronique des usagers, les pathologies les pathologies chroniques. Donc ça, c'est vraiment pour le parcours ligne générique. On a repris celle d'étape. Les numéros d'identification de l'éditeur et les numéros d'identification du logiciel. Alors ça, c'est uniquement dans le cas en fait où vous implémentez le téléservice INSI. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous êtes donc choisissez d'être référentiel d'identité, vous devez implémenter le téléservice INSI, le développer pour récupérer l'INS dans les bases de la CNAM. Et ça, en fait, on vous a mis les spécifications dans le référentiel.
Par contre, l'homologation de l'usage de ce téléservice, il est fait par le Centre national d'agrément, et c'est eux qui vous délivrent ce numéro d'identification éditeur et ce numéro d'identification logiciel. Donc, préalablement à votre candidature, si vous souhaitez être référentiel d'identité, il faut vous contacter CNDA pour obtenir ces numéros-là. Et c'est là aussi vous indiquez les composants additionnels, typiquement l'exemple de la plateforme d'intermédiation pour l'intégration des flux INS qui proviennent de la solution de gestion administrative de l'établissement. On sait que certains acteurs, on a vu ça beaucoup dans le Ségur aussi, quoi, ne redéveloppent pas forcément tous les composants d'interop et s'appuient sur des plateformes d'intermédiation. Donc, il faut juste nous déclarer, nous indiquer que quelle plateforme d'intermédiation vous utilisez pour ça, quoi. Ouais. Ensuite, il y a un certain nombre de pièces administratives. Donc, là, une documentation fonctionnelle, ça, c'est vraiment dans l'objectif de bien s'assurer qu'on est en train c'est une candidature d'un DMN de télésurveillance, c'est pas un logiciel de gestion de cabinet, je dis n'importe quoi, mais voilà. On demande la déclaration RGPD dont on a parlé tout à l'heure, la déclaration hébergeur de données de santé, le marquage CE, le règlement de la phase transitoire, c'est-à-dire tout ce qu'on vous dit là, en fait, c'est expliqué dans un règlement donc, qui est disponible hein, sur les sites de l'ANS, il y a tous les liens à la fin qu'il faudra nous signer et nous déposer, et les éventuels mandats dans les cas où justement vous avez des composants additionnels qui sont développés par des tiers. Ça, c'est pour tout ce qui est pièces administratives. Et le dépôt de la candidature, pardon. Donc, une fois que ce dépôt de candidature est validé, où on vous fait passer en tous les cas à l'étape suivante, il y a la phase de dépôt des preuves de conformité, où là, donc vous fournirez ces preuves dans un fichier unique, avec l'ensemble des fichiers. Il y a une petite règle de nommage des fichiers. Alors, ce qu'on demande, hein, c'est que surtout dans cette phase transitoire, parce que là, comme vous déposez ça dans un fichier unique, vous pouvez très bien faire un choix, une sorte de sélection un peu au hasard de toutes les preuves que vous déposez. Alors, faites pas comme ça parce que ça n'aurait pas de sens que de valider 2 preuves INS, une preuve portabilité, puis une preuve ProSanté Connect. Il faut vraiment que vous déposiez toutes les preuves d'une même section, quoi. Donc, les sections, vous verrez, c'est expliqué c'est une des colonnes du référentiel d'interop et de sécurité, là, du référentiel d'exigence. Il faut vraiment déposer toutes les preuves d'une même section, quoi. Sinon, c'est pas. La validation Coden ne sera pas. Déjà, on ne donnera pas de validation parce que ça serait pas pertinent que d'en prendre une parmi 10 et puis après développer la seconde et la troisième avec tous les risques de régression qu'il pourrait y avoir. On peut pas trop fonctionner comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a imposé cette contrainte, autant le dire. Mais c'est assez logique aussi, je pense, en termes de développement pour vous. Donc, ce dépôt d'épreuves se fait via convergence, en fait, dans la continuité de l'étape de recevabilité. Voilà. Je crois que j'ai un peu accéléré là, donc finalement, il est 14h50. Sachez que il y a déjà 15, je crois, oui, c'est 15 exploitants qui ont au moins déclaré leurs produits, on va dire, dans Convergence et choisi un parcours ou ligne générique ou nom de marque. Donc c'est bien parce que ça prouve que ça démarre et que on arrive à se servir de cet outil Convergence. Voilà. Pour peut-être, là, vous verrez qu'il y a un certain nombre de référentiels qu'on a mis dans un certain nombre de liens, des liens principaux en fait, pour avoir toutes les informations, le règlement là dont j'ai parlé tout à l'heure, et le guichet de certification. Merci Emmanuel. Est-ce qu'il vous reste des
des questions. Il y en a eu pas mal dans le chat et dans les questions. On a essayé de répondre à un maximum. Est-ce qu'on a abordé quelques-unes auxquelles on pourrait répondre en séance? Il y avait une question sur est-ce que le statut de récupération. Il y en avait une là. Est-ce que le statut de récupération du matrix BNS doit être implémenté, même si nous ne sommes pas référentiels d'identité? Alors, si vous n'êtes pas référentiel d'identité, vous allez donc récupérer l'identité nationale de santé depuis la gamme, pour faire court. Et en même temps, vous aurez le statut de cet INS dans le flux, quoi. Donc, vous allez juste devoir le stocker. Vous n'aurez pas à gérer les règles qui font qu'on passe du statut, alors je ne les ai plus tous en tête, mais qualifié, provisoire. C'est pas à vous de gérer ça. C'est justement ça. C'est fait par le référentiel d'identité. Parfait. Merci Emmanuel. Moi j'ai une petite précision par rapport à Convergence et par rapport à la méthode. Vous voyez, il va y avoir un tas de questions, des preuves à déposer. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous inscrire le plus tôt possible sur Convergence. Même si vous ne remplissez pas au début, même si ça arrive progressivement, plutôt que de tout garder pour la fin. Déjà, ça va être plus structurant pour vous. Hein. On l'a vu sur des sujets comme le référencement de l'espace santé au catalogue. Ça permet aussi d'instruire progressivement. Et de notre côté, ça nous permet d'avoir une cartographie très fine de l'état d'avancement des acteurs, de l'aide qu'on doit vous apporter. Si par exemple, il faut réorganiser un webinaire, sachez qu'on sort des chiffres chaque début de semaine sur l'état d'avancement de tous les dossiers. Donc voilà, ça nous permet aussi un pilotage plus fin et d'être au plus proche. Donc, ce qu'on attend de vous pour vous aider au mieux, c'est d'aller le plus tôt possible sur Convergence. Okay. Parfait. Pour moi, c'est bon. Si tu veux conclure, bon. Emmanuel. Oui, pardon. Merci évidemment pour votre participation et pour poursuivre là, sur les questions. Là, on vous met à disposition cette adresse télésanté et dans le courant de septembre, je pense qu'il y aura un formulaire sur le portail industriel ANS qui vous permettra aussi de poser vos questions, quoi. Et merci beaucoup pour votre mobilisation en cette fin août et tout début de rentrée. Merci à tous. Bon après-midi et à très bientôt.